réforme dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, urgence ou encore dépenses inutiles. La commission d'enquête parlementaire sur l'affaire du détournement présumé des 94 milliards de francs CFA, rapport partisan ou pas. Quelle suite donner à cette rocambolesque affaire Ousmane Sonko, Mamour Diallo? Pour répondre à toutes ces questions, deux anciens parlementaires ce dimanche dans Remue Ménage. Cheikh Oumar Sy, le président de la commission de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique au CIDEA, fera face à Zator Mbaye, ministre conseiller, membre de la mouvance présidentielle. Tous deux face à Binta Diallo. C'est ce dimanche, 10h10, 11h, sur la radio de toute l'actualité, la RFM. Deux anciens députés, comme l'a si bien dit Barthélémy Ngom, Cheikh Oumar Sy, président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique au CIDEA. Merci, honorable, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Binta Fall. Binta Diallo. Et Binta Diallo, excusez-moi. Nous recevons également le ministre conseiller membre de la mouvance présidentielle, honorable Zator Mbaye ou ex-honorable. Binta, merci beaucoup de me donner l'occasion, surtout de revoir mon sous-khalife. On a eu le privilège de partager un bureau à l'Assemblée nationale et c'est un plaisir de le retrouver. L'actualité est marquée par les modifications au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, des commissions qui vont passer, cher Oumar Sy, je pense bien de 11 à 14. On a entendu le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, honorable Seydou Diouf, expliquer qu'il faut s'adapter au contexte de l'heure. Est-ce que cette réforme est venue à son heure? Merci Binta Diallo et je salue mon collègue et ancien parlementaire Zator Mbaye. Nous avons effectivement partagé non seulement le bureau, mais nous avons aussi partagé beaucoup d'activités lors de la 12e législature qui nous a amené vraiment à pouvoir appréhender les problématiques et les doléances des populations. Mais vous n'êtes pas dans le même parti. Oui, nous ne sommes pas, mais nous étions au début dans la même mouvance, mais ça n'empêche, à travers les réseaux et sans appartenance politique, on a eu à effectuer quand même quelques activités ensemble. Mais sur la question que vous venez de poser, c'est une question importante, c'est vrai, il faut s'adapter, mais s'adapter ne veut pas forcément dire agrandir. On peut s'adapter en faisant des modifications afin que non seulement on puisse répondre à des objectifs précis, mais aussi répondre à une cohérence. Parce que pour ma part, quand j'ai entendu le président de la République dire qu'il faut aujourd'hui aller vers le sens d'une rationalisation des dépenses publiques, il a fait des efforts concernant les appels téléphoniques, la rationalisation des véhicules et même des agences aujourd'hui. Je trouve presque quand même que l'Assemblée nationale passe de 11 à 14 commissions ayant aussi des coûts afférents à cela. C'est vrai que lors de l'une de mes publications, et ça je dois le rectifier, j'avais parlé des 1,6 million, mais en fait c'est 300 000 francs de plus sur les salaires des présidents de commissions qui vont s'installer. Et ça l'honorable député Badou Diouf a eu à attirer mon attention sur ça, mais n'empêche, il y aura une augmentation substantielle. Aujourd'hui aussi, est-ce que ça répond à l'article 60 de l'Assemblée nationale qui dit que aujourd'hui, si il y a augmentation, il faut nécessairement que les recettes, que les ressources soient trouvées quelque part, que l'on justifie d'où proviennent ces ressources-là. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, pour moi, au lieu de passer à 14 commissions, on pouvait passer plutôt à 9 commissions. La commission, par exemple, comptabilité, pouvait se retrouver aujourd'hui sous la commission de l'économie et du contrôle budgétaire, parce que c'est le nouveau terme de la commission de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Mais la commission délégation qui a en charge aussi la commission de veiller à l'application des lois, à l'applicabilité des lois, pouvait être aussi une sous-commission des lois. Des lois. Vous passez ainsi de 11 commissions à 9 commissions. Maintenant, le prétexte aujourd'hui de l'Assemblée nationale, c'est de dire la commission de développement est une grande commission qui englobe plus de 12 ministères. On le sait. Mais comme dans les pays comme le Ghana, Nigeria, Angleterre, dans les grands pays, on a des sous-commissions. Pour moi, il aurait suffi de faire des sous-commissions dédiées, ressources minérales, mines, énergie, où les députés seront consacrés sur ces questions-là et spécialisés et accompagnés avec des experts sur ces questions-là. Vous pouvez faire de même avec la sous-commission, ils ont mis commission de développement durable, mais ça pouvait être juste une sous-commission développement durable consacrée à cette alternative. Même je donne des exemples, même pour la commission éducation. Aujourd'hui, on pouvait juste faire une sous-commission éducation consacrée seulement à la problématique de l'éducation qui est compliquée et les députés vont travailler sur ça et vous pouvez faire une sous-commission
enseignement supérieur où vous aurez des députés qui seront consacrés et accompagnés techniquement sur ça. Mais en plus de cela, moi, quand je quittais l'Assemblée nationale, l'analyse que j'ai faite, j'ai dit, au lieu d'avoir 8 vice-présidents, pour moi, la plupart sont une fonction représentative, de revenir à 4 vice-présidents et 2 secrétaires élus. Si vous les enlevez, vous faites une économie de presque 1,8 milliard. Cet argent-là pouvait servir à l'interne, au fonctionnement des commissions, mais surtout à l'accompagnement technique des parlementaires pour rendre ça plus efficace. Ce qui veut dire, Zator Mbaye, qu'il fallait réformer sans pour autant engendrer d'autres dépenses. Vous savez, l'opportunité des réformes et le momentum des réformes et de la responsabilité des autorités qui ont la charge, n'est-ce pas, de faire bouger les choses. Il n'y a que les textes saints qui ne subissent pas de réformes fondamentales. Parce que la vie simplement est dynamique et il faut s'adapter. Aujourd'hui, le Sénégal va basculer dans un nouveau statut qui est celui d'être un pays pétrolier, gazier. Il est naturel et normal que cette question puisse être prise en charge de manière spécifique. Ce n'est pas une question subsidiaire, mais une question centrale de notre économie et qui mérite pour moi toute l'attention. Ce qui fait mais réformer en rationalisant les dépenses. Mais vous savez, toute chose a un coût. Et moi, je ne suis pas de cela qui pense que nous devons aller vers un misérabilisme. Il faut un coût à toute chose. Vous savez, nous tous, nous nous sommes plaints par le passé de l'hypertrophie de la commission de développement. Le président de la commission de développement était l'hyper-président, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale parce qu'il avait pratiquement plus d'une douzaine de ministères sous sa responsabilité. Aujourd'hui, le fait d'arriver à une segmentation, à une fragmentation, n'est-ce pas, de ses responsabilités, pour moi, ne rendra que beaucoup plus fruit le travail de l'Assemblée nationale. Mais je ne partage pas trop les avis de dire, écoutez, il faut diminuer le nombre de secrétaires élus, parce que moi, j'ai été secrétaire élu. Je connais bien sûr le volume de travail du secrétaire élu, en tout cas qui veut être utile à l'Assemblée nationale, son volume de travail. Les vice-présidents de l'Assemblée nationale aussi, au-delà, c'est vrai, d'une fonction représentative, mais vous savez, Binta, il leur est obligatoire d'être présent dans certaines séances. Ce qui fait que moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que il faut forcément aller vers, écoutez, on va réduire les vice-présidents, on va réduire les secrétaires élus. Non. Aujourd'hui, le Sénégal tend vers un statut nouveau d'un pays pétrolier gazier. Et au-delà de ça, il ne faudrait pas occulter une autre chose. Le nombre de députés de l'Assemblée nationale a aussi augmenté. Oui, 165. Voilà. Et nous, quand on y était, je pense qu'on était à 150. Alors, pour moi, le parallélisme des formes pourrait facilement justifier le fait que on assiste justement à cette augmentation, je peux dire, qui n'est pas exagérée, du nombre de commissions, parce que les commissions sont les véritables cadres de travail. 300 000 francs de plus sur le salaire du président de commission, 14, c'est quand même pas négligeable. Mais vous savez, c'est 300 000 francs, pas sur 14, il faudra le multiplier sur les 4 autres peut-être. Les 3 autres nouvelles commissions, c'est 900 000 francs. Vous savez, ces 300 000 francs, en général, servent à acheter de l'eau. Quand il y a des réunions, souvent à acheter un peu d'amuse-gueule, parce que les députés, quand même, sont très fatigués quand ils tiennent les réunions de commission, qui peuvent souvent s'étendre sur plus de 10 heures de temps. Donc, pour moi, 300 000 francs, c'est pas la mer à boire. Voilà. En tout cas, vous l'avez dit tout tantôt, honorable, que quand on engage des réformes qui engagent des dépenses publiques, il faut quelque part créer une sorte de taxe qui va combler les dépenses. Est-ce que dans ce cas d'espèce, la loi n'a pas été torpillée? Oui, c'est la question que je pose depuis. Bon, je n'ai pas encore eu de réponse. Peut-être que l'honorable Zator a plus de connaissances sur moi, mais c'est ce que j'ai compris moi, à travers la loi. Aujourd'hui même, si vous regardez la loi, au niveau de la loi, elle ne permet pas aux députés de faire aucun amendement au niveau du budget quand ça arrive à l'Assemblée nationale. Où est l'impact du député sur ces discussions-là? On ne peut pas changer une virgule. La loi nous l'interdit pour dire que si vous changez tel, vous devez trouver les ressources liées à cela. Donc, ça s'applique aussi à l'Assemblée nationale. Donc, je suis d'accord avec mon collègue Zator Mbaye. Oui, il y a l'hypertrophie. Mais je dis, et je le répète, prenons l'exemple des autres pays. La France, la France est un pays quand même qui est plus important que le Sénégal de loin. Regardez le nombre de ministres qu'ils ont. Regardez le Parlement qu'ils ont. Aujourd'hui,
rationaliser les commissions ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus d'efficacité. Vous allez au Ghana aujourd'hui, ils ont les mêmes commissions que les nôtres, mais ils ont des sous-commissions où aujourd'hui, si logique pour logique, ces réformes-là s'appliquent, ça veut dire que les députés qui vont continuer ces réformes-là vont exiger au gouvernement que les contrats pétroliers, gaziers passent par l'Assemblée nationale. Parce qu'il est illogique que dans tous les pays du monde, ces contrats-là passent par l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale, dans la Constitution, même du Sénégal, dit que les ressources appartiennent au peuple et le peuple a élu les parlementaires, que ces parlementaires ne puissent pas avoir leur mot à dire sur les contrats. Je prends toujours l'exemple du Ghana parce que c'est là-bas où je suis allé au Nigeria. Quand un appel d'offres sur un contrat pétrolier se fait, il y a ce qu'ils appellent, eux, le public hearing. Ça veut dire une écoute publique, une redevabilité pour dire voici le contrat, voici les prestataires qui veulent se positionner sur ce contrat-là. Et ça se fait au niveau de la sous-commission avec GNPC qui est peut-être le Petrosen au Ghana. Et après, on amène ça à la commission pour valider et le président de la République peut intervenir sur ce contrat-là. Si c'est logique pour logique que ces réformes-là ont pour souci de prendre en compte les ressources minérales, aujourd'hui le plaidoyer que nous portons, c'est de faire en sorte que les contrats pétroliers, gaziers, tous ces contrats-là doivent passer par l'Assemblée nationale. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a les commissions statutaires, il le sait mieux que moi. Les commissions statutaires n'ont pas fonctionné comme ils le doivent parce qu'il y a au moins des manquements techniques qui ne peuvent pas permettre aux députés de travailler comme ils veulent. C'est pourquoi, si vous allez à l'Assemblée nationale, il y a une floraison de réseaux qui travaillent sur des thématiques qui aussi enjambent sur ce que les commissions doivent faire. Et nous avons mis en place le réseau pour la bonne gouvernance des ressources minérales pour pouvoir avoir des partenaires techniques qui nous ont accompagnés et qui ont mis des ressources, plus de $300,000, mais pour outiller et accompagner les parlementaires qui nous ont permis de voyager, de faire du benchmarking. Mais si on se limitait aujourd'hui aux ressources de l'Assemblée nationale, nous n'aurions pas pu faire ça. Alors, rationaliser l'Assemblée nationale et prendre ces ressources-là et mettre à la disposition des commissions, qu'ils puissent faire du benchmarking et aller et venir, ça c'est une chose. Mais il est très difficile aujourd'hui, pour nous parlementaires, quand nous étions là-bas, de pouvoir faire le travail convenablement à travers seulement les commissions. Oui, mais aujourd'hui, Zator Mbaye, si ces réformes ne sont pas conformes à la loi, si elles passent devant le Conseil constitutionnel, est-ce qu'elles ne risqueraient pas d'être rejetées parce que le président de la République, avant de promulguer la loi, doit l'envoyer pour conformité au Conseil constitutionnel? On se rappelle, il y a la jurisprudence de l'amendement Niajar-Sen. Vous savez, je fais partie de ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas une incidence financière de cette loi parce que vous savez, à l'Assemblée nationale, c'est des ajustements budgétaires qui s'y passent. Il y a quelques années de cela, le personnel qui est à l'Assemblée a vu vraiment une bonification de son traitement. Et ça n'a pas impacté sur le budget de l'Assemblée nationale parce que... Mais c'est une loi. Ce projet-là, c'est un projet de loi. Oui, mais non, mais laissez-moi terminer. C'est-à-dire sous le prisme de l'augmentation des ressources allouées à l'Assemblée nationale, je ne suis pas persuadé que ça devrait être un préalable, c'est-à-dire d'indiquer les ressources complémentaires qui pourraient gérer cette affaire-là. Moi, c'est mon humble avis, parce que l'Assemblée nationale, somme toute, a un budget voté, libéré au 12e chaque mois. Chaque mois, vous avez le 12e du budget qui est libéré par le ministère de l'économie et des finances. Donc, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que cette loi, l'augmentation de quelques 3 commissions, 1 million de francs par mois, devrait quand même pas 1 million, 900 000 francs, devrait empêcher à l'Assemblée nationale de pouvoir fonctionner. Même si c'est 250 000, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Non, mais la loi ne dispose pas de cela. Ça devait figurer dans l'exposé des motifs. S'il vous plaît, chers collègues. C'est la loi. La loi dispose, s'il faut faire une loi qui a une incidence financière, il faudrait par la même occasion prouver, n'est-ce pas, l'origine de nouvelles ressources financières. C'est bien cela. Oui. C'est pour ça que je vous dis que cette loi, à mon sens, n'a pas d'incidence financière supplémentaire sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il faudra regarder, bien sûr, le budget de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Pour vous en convaincre, je suis persuadé que de par une très bonne gestion, vous n'aurez pas besoin, n'est-ce pas, d'augmenter des ressources financières. Mais parce ça que ne figure pas dans l'exposé. Laissez-le terminer et vous mais ce n'est pas indiqué dans l'exposé des motifs. Mais souffrez, il faudra un peu souffrir à m'écouter, parce que moi, je suis très serein sur cette question-là. Alors, donc, moi je pense que ça, c'est un faux débat de revenir sur ça. Maintenant, je suis d'accord que le Sénégal, oui, devrait à terme
amener les contrats pétroliers gaziers à l'Assemblée nationale, mais je ne pense pas que le Sénégal fait moins que le Ghana. Le Sénégal même fait mieux que le Ghana. Nous avons, nous, nos contrats pétroliers, mais qui sont sur la place publique, sur le net, donc accessibles, voilà, à satiété. Tout le monde y a droit, le vendeur de guerre-tiaf, de poissons, etc. Il n'y a pas aujourd'hui une démarche sélective par rapport à la gestion de ces questions pétrolières, gazières, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut vraiment dire ce qui se passe à travers ces différents contrats. Oui. Maintenant, mettre un cadre réglementaire qui, à terme, pourrait permettre aux députés, avant peut-être de prochaines lois, se prononcer sur ces questions, moi, je pense que c'est une excellente chose. L'autre aspect sur lequel je voudrais terminer, parce que, vous savez, lors du référendum dernier, on a dit que les ressources étaient une propriété des populations. Et aujourd'hui, mais le gouvernement s'attelle, et au premier rang desquels le président de la République, à rendre cette question extrêmement transparente. D'où même la pertinence de la création de cette commission chargée du gaz et du pétrole. Cette commission permettra quoi, en fait, d'entendre souvent le ministre sur ces questions, d'entendre les experts sur ces questions, mais aussi de donner les réponses appropriées aux populations sur ces questions. Oui. Je crois, et l'un dans l'autre, il ne faudrait pas être frileux. Une loi, elle est votée, elle est expérimentée, chemin faisant, on peut faire les rectificatifs nécessaires. Donc déjà, il faudrait que les gens soient sereins. Hein? Oui, voilà. Parce que moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que le Ghana fait mieux que nous ou le Nigeria fait mieux que nous. Non, je ne le pense pas. Parce qu'au Sénégal, quand même, le président a fait un excellent benchmarking. Oui. Et si vous regardez la manière dont est gérée ces questions-là, avec une diversité, n'est-ce pas, d'acteurs du secteur, ça prouve que quand même une expertise valable a été mise en œuvre pour gérer ces questions particulières. Oui, mais je reviens sur ce que je viens de dire. Je n'ai pas dit que le Sénégal ne fait pas d'efforts. Je n'ai pas dit que le code n'est pas transparent ou qu'il n'est pas disponible sur la place publique. Le Ghana l'a fait bien avant nous, parce que le Ghana est quand même un pays pétrolier et gazier qui a plus d'expérience que le Sénégal ou le Nigeria ou d'autres pays. Mais en plus de ça, en sus de ce qu'ils font, j'ai dit que le Parlement a une sous-commission dédiée sur les questions pétrolières et gazières. Quelle est cette sous-commission? Il s'appelle la Subcommittee for Oil and Gas. C'est la sous-commission qui s'occupe des pétroles et du gaz. On a rendu visite à cette commission, on a rendu visite à GNPC qui nous a parlé des dispositions, on a rendu visite au ministre du pétrole qu'on était au Ghana. Donc je ne parle pas en l'air. Je dis aujourd'hui, oui, il y a l'ITIE au Sénégal qui travaille sur ces questions-là de transparence. Et le Sénégal gouvernement est premier élève de l'ITIE. Hein. Oui, mais en matière de transparence, le Sénégal fait... Mais je vous rappelle aussi que c'est à cause aussi de la participation du réseau pour la bonne gouvernance des ressources minérales. Nous avions été cités aussi pour avoir facilité le code minier dans le code de l'ITIE. Donc, on connaît cette question-là. Mais ce que je dis, pour être conforme à ce que le peuple veut, comme vous dites que la Constitution consacre les ressources minérales pour le peuple élu les députés ont droit sur les contrats. Je ne parle pas de la publication des contrats. La publication des contrats, c'est la finalité. Mais avant la finalité des contrats, c'est de pouvoir statuer, regarder, évaluer les meilleurs choix par rapport à ceux qui vont gérer nos ressources, pour éviter que certains débats se fassent dans l'espace public. Oui. C'est ce que je dis. L'État peut après valider et mettre sur la place publique ces contrats-là. Mais il y a un processus qui n'est pas encore enclenché dans l'architecture, à savoir faire en sorte que les contrats passent à l'Assemblée nationale. Le Ghana a quel type de régime? Le Ghana a le type de régime, que ce soit un régime parlementaire. Non, je veux juste savoir pour éclairer. Oui, même si c'est un type de régime parlementaire. Mais voilà. La France a quel type de régime? La France a quel type de régime? Vous ne pouvez pas aujourd'hui. Non, mais la France a quel type de régime? Je vous laisse terminer et puis après je reviens. Si vous prenez le Ghana, vous venez en France, la France a une sous-commission pareille. La France a quel type de régime? Oui, mais c'est ce que je vous dis. Vous prenez comparaison. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'architecture institutionnelle du Parlement permette au moins aux députés d'avoir son mot à dire sur les contrats parce qu'ils représentent le peuple. Oui. Ça, c'est important. Moi, je voudrais, s'il vous plaît, rebondir sur ce qu'il vient de dire. Parce qu'on ne peut pas comparer des choux et des chèvres. Hein. Le Ghana a un type de régime différent du nôtre. Au Sénégal, nous sommes dans un régime parlementaire. Il appartient au président de la République de définir la politique de la nation. Au Sénégal, nous ne sommes pas dans un régime présidentiel, j'ai dit présidentiel. Il appartient au président de la République de définir la politique de la nation. L'Assemblée nationale du Sénégal a 4 pieds. Hein.
représentation, légifération, contrôle des politiques publiques, et maintenant une nouvelle fonction, l'évaluation des politiques publiques. Il ne faudrait pas que nous puissions affecter déjà à notre institution parlementaire une mission qu'elle n'a pas pour le moment. Hein? Je crois que c'est dans la discussion, c'est dans les échanges qu'on pourra un jour peut-être arriver à un seuil où, écoutez, avant peut-être des signatures, ce qui ne devrait pas être un préalable pour les signatures des contrats, parce que nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Et ça, il faut le retenir. Mais vous parlez nous allons passer. Parce que quand vous comparez toujours le Ghana, quand vous faites référence au Ghana sur ces questions-là, moi je demeure convaincu. Je demeure convaincu que le Sénégal, fait mieux que le Ghana. Voilà, remue-ménage qui reçoit aujourd'hui le ministre conseiller Zator Mbaye, ex-parlementaire, également Cheikh Omar Sy, président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, aussi DEA. Il est également ex-député à l'Assemblée nationale du Sénégal. C'est cette même Assemblée d'ailleurs qui avait installé une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire de détournement présumé de 94 milliards de francs CFA, mais la commission a eu quand même à susciter beaucoup de polémiques. Bon, je le dis souvent, moi, sur les affaires, il faut que je sois clair, sur les affaires de 94 milliards, je ne maîtrise pas tout le dossier. C'est un dossier Vous avez suivi l'affaire de tout ce qui a tourné autour de la commission. Oui, autour de la commission, c'est tout à fait normal. Je le rappelle, l'Assemblée nationale est une instance éminemment politique. Qu'on le veuille ou non, c'est une instance éminemment politique. Aujourd'hui, une commission a été mise en place par rapport à une question donnée liée à 94 milliards et qui a fait son travail. Maintenant, ce que les gens, peut-être de l'opposition, peuvent dire ou reprochent à la commission, c'est la non-présence. De l'autre côté, la commission, les parlementaires de la majorité disent qu'ils ont fait appel au groupe parlementaire pour pouvoir travailler sur ce dossier-là. De fil en aiguille, de toute façon, une commission parlementaire ne peut faire qu'une enquête et dire telle personne a été plus ou moins, il y a eu malversation ou pas. Et on est arrivé à cette situation-là. L'honorable député Sonko ne s'est pas présenté lors de ces enquêtes parlementaires-là, lors de la commission, et a toujours refusé de se présenter sous le prétexte que lui, il avait saisi déjà le procureur sur cette question-là. Mais moi, à mon avis, cette question-là doit être éclairée parce que si, au moment où l'Assemblée nationale fait son travail et dépose son rapport, la justice peut s'en saisir à ce moment-là et prendre ce dossier en main et décider aujourd'hui d'éclairer les Sénégalais pour dire effectivement ce que le rapport a dit à l'Assemblée nationale est véridique ou au contraire il y a eu malversation financière, il y a eu détournement de biens publics. Mais ce que moi je retiens, au-delà de tous ces débats-là, et c'est ça ma lecture de la chose, on a 2 inspecteurs qui sont là et on parle de foncier. La problématique aujourd'hui du Sénégal tourne autour du foncier. Et il y a autant de spéculation et les impôts et domaines posent un problème de la gestion de notre foncier. On le sait, il y a eu beaucoup de corruption dans le cadre de ces fonciers-là. Aujourd'hui, aller à Guédiawaye, toute la bande de Filao où on a enlevé va être donnée à des magistrats. Vous avez cette cote-là. Aujourd'hui, elle a été complètement pris par des gens, soit ils sont au pouvoir, soit ils sont des juges, soit ils sont des magistrats. Et si on n'apporte pas les réformes nécessaires, combien de scandales pareil, ferons-nous face. Et vous l'avez dit, ça c'est un autre débat sur la spéculation foncière. Nous parlons de cette commission d'enquête parlementaire qui a été mise en place sur l'affaire de détournement présumé de deniers publics. On a quand même entendu l'accusateur Ousmane Sonko, qui n'a pas jugé bon de déférer à la convocation des commissaires, dire que ça a été une commission à la limite non partisane. Est-ce que leur travail, le résultat de l'enquête a été partial? Oui, je dis, d'après ce que j'ai entendu et ce que j'ai suivi, le Parlement a mis en place une commission. Lorsque la commission a été mise en place, ils ont saisi les groupes parlementaires pour faire partie de cette commission-là. Oui. Les groupes parlementaires de l'opposition ont jugé que cette commission-là, ils ne peuvent pas y participer parce que c'est une commission partisane. La commission, ça n'arrête pas. Dans laquelle a siégé que les membres. Voilà, ça n'empêche pas le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale de constater que les députés de l'opposition ne sont pas venus et de continuer le travail parlementaire. L'essentiel, c'est qu'à la fin de ce travail-là, l'Assemblée ne peut que juger s'il y a malversation ou pas
et le dossier est un rapport soumis et une partie mise à la place du public. Le reste, et c'est ça ce qui est le plus important, c'est à la justice et au procureur de faire le reste du travail parce que de manière indépendante, il peut se saisir maintenant du dossier et dire voici l'enquête que je suis en train de mener. Mais si l'opposition et Ousmane Sonko décident de ne pas y participer parce que c'est une considération politique, je l'ai dit au début, l'Assemblée nationale quand même reste une instance éminemment politique. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui le principal accusateur a raison de dire, Zator Mbaye, que cette commission d'enquête parlementaire est loin d'être partiale? J'en ris d'ailleurs parce que moi, au niveau de la 12e législature, une commission d'enquête, une commission ad hoc, c'est vraiment le quotidien de l'Assemblée nationale. Il n'y a rien d'extraordinaire à mettre en place une commission d'enquête, une commission ad hoc. Il est arrivé plusieurs fois qu'une commission ad hoc ait été mise en place et que les députés qui devraient être entendus ne jugent pas nécessaire de déférer à la convocation de ses collègues. À mon sens, c'est un manque de respect vis-à-vis de l'institution parlementaire, c'est un manque de considération, mais aussi c'est un manque de cohérence tout court, parce qu'on ne peut pas être dans une institution et fouler au pied tous les principes, n'est-ce pas, directeurs qui guident cette institution ou qui guident son bon fonctionnement. De quoi s'agissait-il? L'Assemblée, on a agité une question de 94 milliards, c'est quand même très important. 94 milliards, c'est une part très importante du budget sénégalais. Et jusqu'à présent, je suis en train de m'étonner, c'est-à-dire comment un montant pareil peut échapper à la vigilance de tous les parlementaires dans une loi de finances initiale ou dans une loi de finances rectificative, parce que ce n'est pas quand même un petit montant pour acheter des biscuits ou des bonbons. L'Assemblée se saisit de cette question, convoque les personnes qui devraient éclairer sa lanterne, et je précise que l'Assemblée ne juge pas, l'Assemblée constate et fait des recommandations. Je crois que c'est ce qui a été fait. L'Assemblée a entendu toutes ces personnes ou ces personnalités qui pouvaient éclairer la lanterne de l'Assemblée. Et au-delà de l'Assemblée, la lanterne des Sénégalais tout court. Parce qu'il ne faut pas occulter en fait que l'Assemblée est quand même la représentation nationale. Tout ce qui se dit à l'Assemblée immédiatement est sur la place publique. Moi, à la place d'Ousmane Sonko, j'aurais déféré à la convocation de mes collègues. D'abord parce que je me respecte en tant que député, mais parce que je me serais simplement dit que, écoute, il faut que je respecte cette institution qui me permet aujourd'hui de m'appeler honorable député. Alors, ceci étant, je pense que il y a un principe sur lequel les gens doivent pouvoir un peu s'attarder. Nous avons des institutions, au Sénégal on dit non, la fragilité des institutions, nagam sangam. Les institutions, il nous appartient à nous tous de les protéger et de les renforcer. Il ne nous appartient pas de les fragiliser. Cheikh Omar, à un moment donné, on a partagé le même groupe parlementaire. Ensuite, plus tard, il a pris une autre voie. Mais ça n'a jamais empêché, n'est-ce pas, de constater son rendement sur le travail de l'institution. Parce que, somme toute, ce sont les Sénégalais qui vous ont investi de leur suffrage pour que vous puissiez, au niveau de l'Assemblée nationale, les respecter. Aujourd'hui, maintenant, il faudra attendre parce que la commission d'enquête est conforme. Il faudra poser ces deux questions. Est-ce que c'est légitime? Oui. Est-ce que c'est légal? Bien sûr que oui. Parce que c'est contenu dans la loi portant règlement intérieur, notamment à son article 48, qui définit de manière très claire le fonctionnement de la commission d'enquête qui aujourd'hui a rendu récemment ses conclusions. Maintenant, l'autre pendant, c'est un autre pouvoir que nous ne maîtrisons pas. Voilà. Parce qu'il faudrait, bien sûr, rester également dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, il appartient aux autres pouvoirs de faire ce qu'ils doivent faire. Maintenant, cher Omar Sy, quelle sera, selon vous, la suite à donner à cette affaire de détournement de deniers publics de 94 milliards de francs CFA? Oui, le travail du Parlement étant constaté, étant terminé, la justice peut maintenant se saisir du dossier. Bon, parce que l'honorable député Sonko a dit qu'il a saisi et qu'il a par une plainte le procureur de la République. Et même le doyen des juges qu'il a entendu. Le doyen des juges. Ouais. Bon, maintenant, il y a des versions. Oui. Soit du jour au lendemain, on entend que c'est le juge qui l'a convoqué, le surlendemain que c'est lui qui a demandé à travers ses avocats. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je peux dire au moins, qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale a terminé. On peut de manière subjective, objective, avoir notre opinion sur le rapport de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, le procureur, quand même, a le devoir d'éclairer, lui aussi, les Sénégalais sur ce que la justice... Parce que, comme l'honorable député Zator l'a dit, 94 milliards, ce n'est pas 1 000 francs. Ce n'est pas 2 000 francs. Oui. Aujourd'hui, l'honorable Sonko dit qu'il a des preuves tangibles d'une malversation sur ce dossier-là.
il faut que la justice se dise et qu'il nous montre que les preuves. Aujourd'hui, si ces preuves-là n'existent pas, ou si Mamour Diallo juge qu'il y a eu une diffamation, qu'il porte plainte contre l'honorable député Sonko, mais l'essentiel, à la fin de la journée, que les Sénégalais puissent savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé sur ce dossier-là et qu'on puisse passer à autre chose. Pour moi, c'est un problème. Aujourd'hui, la réponse finale revient à la justice sénégalaise à qui on doit faire confiance. Mais au-delà, et je le répète, Binta Fall, il faudra s'attaquer. Binta Diallo, excusez-moi. Au-delà, parce que j'ai une militante qui s'appelle Binta Fall. Mais au-delà de ça, Binta Diallo, il faudra s'attaquer à la problématique de la gestion de nos fonciers à travers les impôts. Oui. Alors, en tout cas, honorable Zator Mbaye, on a entendu Ousmane Sonko dire qu'il soupçonne des manœuvres pour l'amener en prison sur la base peut-être de diffusion de fausses nouvelles, entre autres. Binta Diallo, moi je ne dirais pas Binta Fall parce que j'ai l'impression qu'il vous souhaite d'être Madame Fall sous peu. Écoutez, je suis même tenté de vouloir vous demander de mettre la musique de Youssou N'Dour, Portée Presse, parce qu'il manque totalement de sérénité subitement. Écoutez, je crie au voleur, je connais le voleur, je connais l'argent, là où il a mis le trésor de guerre. Pourquoi s'affoler? Il n'y a pas de problème. Quand on vous appellera devant le tribunal, mais prouvez ce que vous avez dit. Mais je connais le voleur, oui, il a volé tant, il a, etc. Ok, on vous dit, venez répondre, oui, Samandaï, je vais en prison. Ah non! Je crois qu'aujourd'hui, de par son attitude, je crois que les psychologues devraient même s'y intéresser pour quand même juger un peu du manque de sérénité. C'est-à-dire, voilà un homme qui, aujourd'hui, ne vit que voilà, de déclarations incendiaires pour toujours faire la une de la presse. Mais souvent, je l'ai dit plusieurs fois, il nous a dit à l'Assemblée nationale une fois que les députés ne payaient pas d'impôts. Alors que nous, sur nos bulletins de paie, on nous prélevait l'impôt. J'avais dit un jour, mais man, parce que moi, je paye l'impôt. Et nous tous, sur nos bulletins, on avait quand même ça. C'était quand même assez inquiétant. Un autre jour, c'était encore une autre déclaration. Aujourd'hui encore, c'est une autre déclaration qu'il fait. Je crois qu'il doit se calmer, se préparer sa défense naturellement. Parce que moi, si j'étais Mamour Diallo, j'allais porter plainte. Parce que l'EC n'a 94 milliards. Il est dit que Mamour Diallo va porter plainte demain ou mardi. Moi, en tout cas, ne serait-ce que pour l'intérêt du Sénégal, que l'on sache que quand même, mais 94 milliards, c'est combien d'hôpitaux qui sont construits avec ça? Ça ne peut pas passer par perte et profit. Ce n'est pas possible. Maintenant, lui qui dit, je connais la banque, je connais le jour, je connais le montant, Il a même réitéré hier à Ziguinchor. Et au début, c'était 94 milliards. Ensuite, dans les déclarations ont varié. J'ai entendu 46 milliards. Peut-être que sous peu, on entendra 2 ou 3 milliards. Il faudrait que l'on soit sérieux, surtout quand on aspire à diriger quand même le peuple du Sénégal. Il faudrait que tout ce que nous mettons sur la place publique, mais soit des choses vérifiées et vérifiables. On ne peut pas comme ça mettre le Sénégal sur orbite en même donnant une mauvaise image de nos politiques publiques. Parce qu'en faisant la promotion de ces fausses et mauvaises déclarations, qu'est-ce qui arrive? Mais les gens disent que mais le Sénégal, c'est vraiment un no man's land. Chacun fait ce qu'il veut et puis voilà, les gens restent impunis. Donc moi, je crois que la justice doit se saisir de cette affaire-là pour l'éclairer, pour l'intérêt du Sénégal, mais aussi même pour l'intérêt de Ousmane Sonko. Mais si demain, lui, il allait au procès et qu'il gagnait son procès, mais je suis sûr que il va s'en sortir avec vraiment des bonus importants. Mais si le contraire arrivait, naturellement, ce serait des babus pour lui. Oui. Alors, il y a aussi dans l'actualité... Par contre, j'avais oublié tout à l'heure sur juste un aspect pour dire que ce n'est pas la première fois que l'opposition boycotte une commission d'enquête ou une commission ad hoc à l'Assemblée nationale. Hein. Ça, c'est arrivé plus. C'est quand même pratiquement une tradition. L'opposition dit non, je n'y vais pas parce que vous êtes plus nombreux. Mais naturellement que la majorité est plus nombreuse à l'Assemblée nationale. Voilà. Voilà. Alors, dans l'autre actualité politique, il y a la rencontre Macky Sall, le président de la République, et l'ancien président Abdoulaye Wade hier au palais de la République, après la réconciliation de Massalikul Jinan. On a parlé de l'acte 2 de cette réconciliation. Bon, moi quand même... Je me félicite de cela parce qu'il faut que je le rappelle quand même par honnêteté intellectuelle qu'en 2016, moi-même et l'honorable Aïda Mbodj, nous avions essayé de rapprocher les deux parties. Nous avons discuté avec le président de la République, Macky Sall, via le téléphone, c'est Aïda Mbodj même qui l'avait appelé. Et moi-même, j'avais initié, sous l'initiative et l'autorité du Khalif Thierno Madani, de pouvoir aller discuter aussi avec Maître Abdoulaye Wade. Donc, s'il y a réconciliation aujourd'hui, nous sommes tout à fait heureux
que cette tension-là, au moins soit réglée. Ça n'empêche pas d'essayer de voir tous les autres aspects et des problèmes qu'il faut régler. Parce que pour moi, je considère qu'un dialogue politique ne peut avoir que s'il y a d'abord des préalables où les personnes concernées doivent s'asseoir autour d'une table pour avoir un consensus général sur la direction du pays. Maintenant, il n'en demeure pas moins qu'il y a des questions de justice. Est-ce qu'aujourd'hui, cette réconciliation, c'est pour aboutir à un retour de M. Karim Wade sans qu'il puisse payer les 138 milliards que nous avons tous entendu que l'État a jugé qu'il a détournés? Parce que ça, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est des questions qui sont là. Est-ce qu'aujourd'hui, comment ça affecte le lendemain politique, cette rencontre-là? Parce que qu'on le veuille ou non, la réconciliation de Maître Abdoulaye Wade avec Macky Sall a complètement chamboulé le champ politique. Il a complètement changé la donne. Du coup, Maître Abdoulaye Wade, quand même, reste l'un des plus fins politiciens. C'est le seul qui a pu s'asseoir avec 3 présidents, étant même lui-même 3 présidents. C'est le seul qui a pu combattre 3 présidents de la République, s'asseoir avec 3 présidents de la République et puis être sollicité par l'opposition. Donc aujourd'hui, l'opposition qui voit Maître Abdoulaye Wade se réconcilier avec le Macky Sall se retrouve dans une posture plus ou moins inconfortable, d'autant plus que toute l'opposition tournait à un moment autour de Maître Abdoulaye Wade. Qu'est-ce que ça va donner dans les quelques années à venir? Comment ça va aussi, cette recomposition politique va se faire? Quel positionnement va se faire en direction de 2024? Je crois que c'est des questions essentielles. Et aussi dans un contexte de dialogue politique où le PDS a refusé de participer. Oui, mais vous voyez les antagonismes aujourd'hui. Aujourd'hui, le PDS a sanctionné Omar Sarr. Oui. Parce qu'il avait accepté d'aller s'asseoir sur la table du dialogue. Aujourd'hui, Omar Sarr a raison sur le PDS. On a mis à la porte beaucoup de leaders du PDS parce qu'ils voulaient à un moment trouver une voie de sortie et pouvoir discuter avec le président de la République. Comment le comportement va se faire aujourd'hui, ou même au sein de l'Assemblée nationale, avec la majorité des députés de l'opposition qui étaient avec le groupe parlementaire. Donc, c'est des questions qui sont là. Peut-être que nous allons trop loin, trop vite en besogne, parce que quand j'ai entendu Maître Abdoulaye Wade parler hier, il a dit, mais rendre visite au président de la République ne change pas grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne peux pas analyser ces propos-là dans le fond, mais quand même, on sait que ça a eu un impact. Et on en profite aussi pour remercier le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui, lors de l'ouverture de la mosquée, a fait en sorte que le président de la République... Parce que moi, je crois fondamentalement que dans le passé, Senghor a quitté notre pays. Abdou Diouf a quitté notre pays. Nous ne pouvons pas continuer à voir nos présidents de la République quitter nos pays. Il faut que des institutions fortes soient là, et ces institutions sont représentées par les présidents. Allez aux États-Unis ou dans les autres pays. Les présidents ont fait des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on les a jetés en pâture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit les protéger, on doit essayer de progressivement d'éviter que certaines injustices ou certaines malversations ou que l'État soit plus transparent dans la gestion des deniers publics, mais au moins que les présidents puissent rester dans leur pays. Mais est-ce que quelque part la montagne n'a pas accouché d'une souris au vu de ce qui s'est passé hier au Palais de la République après plusieurs heures ou même plusieurs minutes de rencontre? Le communiqué final qui nous dit que les 2 présidents ont parlé de la gestion du pétrole, du processus électoral, alors que nous sommes déjà, nous avons enclenché le dialogue politique, de la sécurité en Afrique. Les gens s'attendaient peut-être à autre chose que ça, ils attendaient. Alors, vous savez, Bintama, je ne suis pas... C'est un autre deal qui ne dit pas son nom. En fait, on est en train de cacher des choses encore aux Sénégalais. Je ne suis pas une sage-femme de montagne pour savoir si elle a accouché d'une souris ou pas. Ce qu'il faut relever, c'est que quand même, les 2 présidents se sont retrouvés. C'est pour l'intérêt d'abord du Sénégal, pour la pacification des rapports, pour même la pacification du pays de manière générale. Et ça, il faut le saluer. C'est cela qui est important. Moi, je fais partie d'une formation politique, l'AFP, qui a même fait un communiqué pour saluer cet aspect-là, qui, pour moi, est un intrant important dans le dialogue politique national qui est en cours. Et ça, il faut le saluer. Nous autres, les plus jeunes, je crois que nous devons imiter ces exemples-là, parce que dans la vie, toutes les guerres se sont terminées autour des tables. Il faut toujours discuter, il faut négocier, il faut avancer. Je ne peux pas vous dire que hier, c'est ça qui a été dit, parce que quand le président parle à l'oreille du président Wade, et que quand le président Wade fait la même chose, kenn xamul lu ñuy wax. Je ne peux pas faire de la météo politique ou me dire que non, la montagne a accouché d'une souris ou d'un cafard. Ce qui est important, c'est que j'ai confiance au président de la République, Macky Sall. Je sais que c'est pas un homme de deal, c'est pas un dealer,
C'est pas quelqu'un qui va se En trois, compromettre. il y a le deal de Qatar, je ne sais pas quoi. Chaque président a son deal. Mais vous savez, moi, j'ai pas vu de deal de Qatar Le deal de encore. Doha. C'est pas comme c'est pas comme les précédents protocoles qui étaient physiquement Il y aura vérifiables. certainement un autre protocole du palais. Bon, vous dites certainement, vous faites de la météo politique, mais bon, je En tout comprends cas, le président Wade ne s'est pas déplacé pour rien, en tout cas. Mais ce n'est pas pour rien aller rencontrer, je peux dire, son fils, celui qui vous a remplacé, celui que vous avez promu, n'est-ce pas, à toutes les hautes fonctions de ce pays-là et qui vous a remplacé à la tête du pays. Mais même dans une maison, papa d'homme, mais en quoi le président, la pacification de l'espace politique peut-elle passer par cette rencontre Macky Sall Abdoulaye Wade pour un homme quand même qui a sa carrière politique derrière lui, Abdoulaye Wade. Mais il y a l'enjeu de son fils, Karim Wade. C'est un enjeu, Karim. Oui, comment Karim est sorti de ce pays-là? C'est une énigme jusqu'à présent. Pourquoi Qatar? C'est une énigme jusqu'à présent. Absolument. Le retour, maintenant, comment ça va se faire? Il a sur sa tête 138 milliards qui pendent. Est-ce qu'il va les payer ou pas? Que le Forum civil exige qu'il paye. Oui, que le Forum civil exige. Mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il est agité la question de l'amnistie de Karim Wade et de Khalifa Sall. Je ne sais pas, ce sont des propositions qui sont sur la table. Et je suis sûr que Wade, en tant que fin politicien, autant aussi que le président de la République, il faut vraiment saluer l'intelligence d'avoir pu regrouper non seulement autant de partis, mais de pouvoir résister à une opposition pendant tout ce temps-là, pour ramener Abdoulaye Wade autour d'une table, parce qu'on a vu toutes les péripéties juste avant les élections. Pourquoi Wade est allé en Guinée-Conakry? Oui. Quelle a été la raison de sa rencontre avec Alpha Condé? On ne sait pas, mais on sait quelque chose, c'est qu'Abdoulaye Wade est revenu dans le pays et il n'a donné aucune décision vis-à-vis de son électorat de base pour qui, voter pour qui ou ne pas voter pour qui. On a vu aujourd'hui beaucoup de gens de l'opposition lors de la présidentielle, ils avaient rencontré Wade pensant que Wade allait leur donner le quitus pour qu'ils puissent les accompagner pour les élections présidentielles. C'est ce que je dis. Quelle est l'énigme? Parce qu'en politique, on ne fait rien pour rien. Aujourd'hui, l'ouverture ou l'amnistie peut être probable, je ne sais pas. Oui. Vraiment, je ne sais pas. De Khalifa Sall et de Karim Wade, parce que l'un ne peut pas se faire sans l'autre. L'un ne peut pas se faire sans l'autre. Ouvrira un couloir aujourd'hui pour les perspectives des élections de 2024. Le président de la République est arrivé à la fin de son mandat et je lui souhaite tout le bonheur du monde pour sortir de manière très digne de son mandat. Mais tous ceux qui vont venir après auront par rapport à leur positionnement, soit de la rancœur par rapport à ce que le président de la République a eu à faire lors de son mandat, ou plus passer derrière, comme Khalifa Sall l'a dit, je mets tout derrière moi, j'oublie ce qui s'est passé, et se dirige vers des élections présidentielles et décide de briguer le mandat. Ces décisions d'aujourd'hui, ce que le président de la République et qui tient les cartes aujourd'hui à travers ses mains, c'est à lui aujourd'hui de voir plus ou moins comment libérer cet espace politique-là en perspective des élections 2024. N'oublions pas que jusqu'à présent, les élections locales n'ont pas eu lieu. On n'a pas de date. Il faudra aujourd'hui aussi augmenter ou je ne sais pas, augmenter. Le président lui-même, il dit que je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va faire les élections présidentielles ou législatives. L'essentiel, c'est aujourd'hui, on sait qu'il y a un schéma politique qui est en train d'être mis en place. À quoi ça va aboutir? Les analystes politiques devront peut-être nous donner une réponse sur ça. Oui, si aujourd'hui, les deux présidents ont juste abordé le processus électoral, la question du pétrole, on a lu ce matin sur la page Facebook de l'honorable, comment il s'appelle, Thierno Bokoum, dire qu'il le trouvait trop réducteur parce que la question du processus électoral engageait toute la classe politique et que cette question du pétrole est l'affaire de tous les Sénégalais. Si les deux hommes ont trouvé bon de s'enfermer et de parler que de ça, c'était tout juste réducteur. Est-ce qu'il n'a pas raison quelque part? Écoutez, c'est mon grand ami Thierno. Je pense que c'est plutôt son analyse qui est réductrice. Parce que Thierno sait pertinemment que dans la diplomatie, il y a des choses qui se disent tout haut et d'autres choses qui se disent en sourdine. Il ne peut pas avoir les minutes même de la discussion entre le président Wade et le président Macky Sall sur la place publique. Même lui, en tant que chef de parti, il ne met jamais tout ce qu'il dit à ses militants sur la place publique. A fortiori, à ce niveau stratégique de l'État où quand même les gens gèrent des questions sérieuses.
je ne peux pas faire toujours de la météo en disant non, on va aller vers tel schéma, tel autre schéma. Et en quoi la C'est le rencontre président entre de la Wade République. et Macky Sall est une question d'État, une affaire d'État? Mais bien sûr, parce que d'abord, c'est un ancien président de la République qui a de l'expertise, qui a quand même fait 12 ans au Sénégal, qui s'est dénoué des questions. Tous les présidents au monde ont souvent des problèmes. Et pourquoi les présidents ont des conseillers? Le président de la République, M. Abdoulaye Wade, peut bien être aujourd'hui un conseiller du président Macky Sall sur certaines questions, notamment sur les questions pétrolières, gazières, mais aussi sur les questions politiques. Nous avons besoin dans ce pays de diamant, de dalle, de calme. Et je crois qu'aujourd'hui, comme Cheikh Omar l'a bien indiqué, les gens sont sens dessous, sens dessus. Parce que depuis que Abdoulaye Wade est réapparu, les gens ne savent pas déjà de quoi ça retourne, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire, et ils ne le sauront pas. Ils ne le sauront pas. Nous sommes dans le cadre d'une discussion, il faut que chacun se mette à sa place. Je ne peux pas dire que le président a dit ceci à Maître Abdoulaye Wade ou que Maître Abdoulaye Wade a répondu cela. Non. Et il faudrait que nous sortions dans ce cadre. Il faut des préalables, il faut amnistier Karim, amnistier Khalifa. Je pense qu'on amnistie des faits aussi. Hein. Ce n'est pas des personnes. Il faut que les termes soient placés à leur véritable endroit. Le pays ne peut pas fonctionner sur des préalables personnels, sur des égos personnels. Tant que ceci n'est pas réalisé, on n'avancera pas. Non, c'est l'intérêt du Sénégal qui doit primer, c'est l'intérêt du Sénégal qu'on doit mettre en avant. Et cela doit coûter tout ce que cela doit coûter pour que le pays soit pacifié. Regardez cette ceinture qui entoure le Sénégal. Le Sénégal est entouré de pays où c'est une instabilité totale. Hier, on a encore entendu ces dizaines de personnes tuées au Burkina. Est-ce qu'aujourd'hui, nous autres hommes politiques, nous avons le droit d'installer ce pays-là dans une querelle politique permanente? Je ne le pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous donner la main, nous serrer les reins, être ensemble, nous donner main dans la main pour faire face à ce nouveau statut du Sénégal qui va faire de notre pays, pas un pays qui pèse, mais un pays qui compte. Quand le président Macky Sall est au sommet des chefs d'État du G8, ce n'est pas par la force économique du Sénégal, mais c'est parce que, justement, il y a d'abord cette plus-value de la personnalité du président Macky Sall, mais aussi de ce statut du Sénégal qui, aujourd'hui, fait que notre pays est considéré comme une dame, aujourd'hui, qui devrait être mariée, et Cheikh Omar étant en train de courir derrière, ou Thierno Bokoum, etc. Donc, moi, c'est un appel que je lance à tout le monde. Opposition comme majorité, nous avons tous intérêt à ce que ce pays soit pacifié. Nous avons tous intérêt à ce que les relations soient normalisées pour que justement que le pays puisse avancer. Mais est-ce que pacifier ce pays devrait passer forcément par mettre à perte et à profit nos deniers publics qui ont été quand même, je ne sais pas, volés? Oui, c'est ça le débat. C'est ça le débat en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, lui-même, il le sait, lors de la deuxième législature, nous avons nous-mêmes eu à lever l'immunité parlementaire de pas mal de députés. Il y a eu, la CREI est passée par là, le jugement de Karim est passé par là. Donc c'est une situation qui n'est pas, c'est pas du jour au lendemain que cette situation a eu lieu. Aujourd'hui, les Sénégalais qui ont une lecture peut-être différente de nous politiques se disent mais ni deniers faués. On est passé d'une situation où on a parlé de détournement de deniers publics à hauteur de 138 milliards à vouloir aussi pacifier et mettre tout à perte et à profit. Donc, c'est ce que je dis. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. En réalité, mais la perception que les Sénégalais peuvent avoir de ça, la perception déjà qui est très difficile des Sénégalais, des politiques, de ce qu'ils voient, parce que c'est pourquoi on entend tout le temps des deals depuis. Mais c'est parce que les Sénégalais pensent qu'aujourd'hui, il n'y a pas une ligne cohérente dans la démarche des politiques. Aujourd'hui, je suis contre Zatormaï, demain on se retrouve, après-demain on dit non, on pardonne tout ça. Et voilà, celui-là sort, celui-là entre, il fait de la politique, donc il y a plus de pression parce que c'est un homme politique. Et ils se disent, mais nous-mêmes et nos deniers publics, qu'est-ce que vous faites de cela? Et donc, à mon avis, je suis d'accord, il faut pacifier l'espace politique. Il faut aussi, au moins, avoir la latitude de pouvoir comprendre que les Sénégalais n'apprécient pas ce zigzagement des politiques que nous faisons aujourd'hui. Et c'est là où la nécessité, je dis, après 2024, l'opportunité du président de Macky Sall aujourd'hui, c'est de pouvoir ouvrir le couloir et de dire aux Sénégalais, choisissez un président et moi, damay tëddee njaaxaanaay, tout en laissant le choix maintenant à la justice. Parce que pour moi, fondamentalement dans ce pays-là, la seule chose qui manque et qui ne fonctionne pas, et si on règle ce problème-là, définitivement le Sénégal va connaître un essor économique, c'est la justice. Oui. Je ne parle même pas du Parlement. La justice, elle est elle-même économique. Donc, le problème aujourd'hui fondamental pour les Sénégalais, c'est d'avoir une lisibilité, une visibilité de là où les politiques les amènent.
aujourd'hui, je le dis, je ne peux être que cohérent avec moi-même. Oui. Si j'ai participé à une démarche de pacification entre Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall, je me félicite de cela. N'empêche, ça n'enlève en rien les autres questions liées aujourd'hui au statut de ceux qu'on a accusés hier. Parce que 138 milliards, comme on dit 94 milliards, c'est quand même des biens. Oui. Et si c'est l'État même qui a accusé et qui a dit que ces biens-là ont été détournés, je vous trouve mal aujourd'hui dans la posture de dire il n'y a rien, on va complètement mettre ça à perte et à profit. Oui. Alors, oui, Zator? Non, en fait, je ne suis pas d'accord avec mon ami Cheikh Omar quand il dit de manière péremptoire que la justice de notre pays ne fonctionne pas. Surtout pour un ancien député qui a quand même regardé plusieurs projets de loi, visité la justice. Non, on ne peut pas comme ça dire que la justice de notre pays ne fonctionne pas, Cheikh Omar. La justice a toujours fonctionné parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la justice. Ce n'est pas simplement les magistrats qui sont dans la justice. Il y a énormément d'acteurs et il nous appartient à nous autres. Comme tout à l'heure, j'ai eu à lancer le message de la pacification, il nous appartient également de protéger nos institutions. Parce que quand des responsabilités de cette trempe disent que non, justice non, les gens, non, parce que quand même, le magistrat, nous ne sommes pas plus sénégalais que les magistrats, nous ne sommes pas plus patriotes que les magistrats. Je crois qu'aujourd'hui, non, laissez-moi terminer, mes chers collègues. Non, laissez-moi terminer, bien chers collègues. Laissez-moi terminer, bien chers collègues. Je crois que perception des Sénégalais par rapport à la justice. Je crois qu'au Sénégal, il n'y a pas de conflit entre les institutions et les pouvoirs. Inch'Allah, en 2024, on ira à de nouvelles élections conformément à la loi et au droit. Et naturellement, Benno Bokk Yakaar remportera ces élections de 2024 parce que nous... Benno aura notre candidat. Non, mais Binta, tu sais que nous allons à l'horizon 2035. Nous ne sommes pas ici pour faire de l'entraînement. Oui, le PSE, c'est 2035. Oui, vous savez, avant 2012, vous m'aviez dit que Dangen Ditok, tu es en penchant pour l'opposition. Maintenant, il faudra souffrir parce que Benno ira au-delà de... Merci en tout cas à nos invités, deux anciens parlementaires, Cheikh Omar Sy et Zator Mbaye. Bon dimanche et à dimanche prochain.